Hello à vous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bel été. On se retrouve pour une nouvelle histoire de l'ombre qui va nous emmener en Alsace, plus précisément dans la ville de Strasbourg, en l'an de grâce 1518. Enfin, an de grâce, c'est vite dit. En effet, cette année-là, Strasbourg vit des heures sombres. Après les famines, les épidémies, les conflits à la fois politiques et religieux, c'est un nouveau mal qui vient frapper la ville, une épidémie dansante. Imaginez la scène. Dans les rues de la ville, des hommes, des femmes, des enfants déambulent, entraînés malgré eux dans une danse infernale qui les tient éveillés jour et nuit. Le phénomène pourrait presque prêter à rire si, après des semaines de pas endiablés, certains n'étaient pas tombés à terre, littéralement morts d'épuisement. On pourrait penser qu'un épisode historique aussi atypique, à la trame narrative aussi captivante, aurait fait couler beaucoup d'encre. Pourtant, l'épidémie dansante de 1518, aussi appelée manie dansante de Strasbourg, a très peu fait parler d'elle. À vrai dire, elle est presque totalement tombée dans l'oubli. Forcément, je n'allais pas laisser passer l'occasion de partager une telle histoire avec vous. En plus, c'est un sujet qui va pouvoir nous permettre de mener notre propre petite enquête historique. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est ce que je préfère en histoire. Analyser les récits qui sont parvenus jusqu'à nous et tester jusqu'à quel point on peut s'y fier. Avant d'entrer dans la danse, jeu de mots nul, j'en ai bien conscience, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à me laisser un petit like si la vidéo vous plaît. Pensez aussi à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou le site web officiel de la chaîne, histoire avec un S de l'ombre.fr. J'ai récemment publié un article sur le livre des morts égyptiens, si jamais ça vous intéresse. Encore un très grand merci pour votre fidélité et lançons-nous dans cette nouvelle histoire de l'ombre. Avant toute chose, il faut que l'on s'intéresse au contexte historique de notre affaire. Si vous aimez l'histoire, et je vais supposer que c'est le cas puisque vous regardez cette vidéo, vous savez qu'on ne peut pas comprendre un événement sans le rattacher au lieu et à l'époque où il s'est déroulé. Du coup, posons-nous la question, que se passe-t-il en Alsace au début du XVIe siècle? Pour commencer, parlons un petit peu de la date. L'année 1518 appartient à la période historique des temps modernes. Pour vous situer un peu, c'est la période des grandes découvertes, donc de ces ambitieuses explorations maritimes lancées à travers le monde et qui vont entre autres déboucher sur la découverte des Amériques par Christophe Colomb et compagnie. En France, en 1518, le roi est, tiens, petit quiz, qui est roi de France en 1518? Allez, je vous aide un peu, l'un de ses emblèmes était la salamandre. Ça y est, vous avez trouvé? Eh bien, en 1518, et c'est le cas depuis 1515, le roi de France est François Ier. Bon, rassurez-vous, si vous n'aviez pas la ref, c'est pas grave du tout. L'histoire ne se résume pas à une série de dates, fort heureusement. Maintenant, allons un peu plus à l'est, où se trouve le Saint-Empire romain germanique. En ces lieux, c'est un autre souverain qui règne, un certain Maximilien Ier de la maison des Habsbourg. Bon, rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de vous énumérer tous les souverains d'Europe de l'époque. Si je vous parle de Maximilien Ier, c'est pour une raison précise. En effet, à l'époque qui nous intéresse, la ville de Strasbourg n'appartient pas au royaume de France, ça n'arrivera qu'en 1681, mais elle est intégrée au Saint-Empire romain germanique. Je dis bien intégrée au Saint-Empire, puisque depuis le 8 mars 1262, la ville de Strasbourg bénéficie du statut de ville libre, ce qui veut dire qu'elle possède sa propre constitution, son propre gouvernement et qu'elle peut frapper sa propre monnaie, entre autres. En gros, c'est une cité-État qui bénéficiait d'une assez grande indépendance au sein du Saint-Empire romain germanique. Maintenant, venons-en à la raison d'être de cette vidéo, l'épidémie dansante de 1518. Le récit le plus répandu nous raconte que tout commence avec une femme, une certaine Frau Trophéa. Le 12 ou le 14 ou le 15 juillet 1518, plus précis, tu meurs,
Fro sort de chez elle, son bébé dans les bras. C'est une imitation de bébé, c'est bizarre. Après avoir marché quelques mètres, elle parvient au pont des Corbeaux. Là, elle enlace son nourrisson une dernière fois avant de le jeter à la rivière. Le geste de Fro est terrible, mais c'est vraiment un geste de désespoir. Sans le sou, trop faible pour allaiter, Fro a tout essayé, mais elle n'y arrive plus, elle n'a plus les moyens de nourrir son petit bébé. Alors, plutôt que de le regarder mourir de faim, elle opte pour cette solution radicale. Mais le désespoir et le chagrin ont eu raison de la santé mentale de Fro. Plutôt que de rentrer chez elle, la femme ébauche quelques pas de danse, une danse triste et mélancolique qu'elle va poursuivre à travers les rues de Strasbourg jour et nuit. Pendant plus d'une semaine, Fro danse sans que rien ne puisse l'arrêter. Ni la chaleur épouvantable, ni les supplications de son mari, ni la fatigue, ni ses pieds en sang. C'est là que le plus étrange intervient. Sans que l'on comprenne vraiment pourquoi, des hommes, des femmes, des enfants strasbourgeois vont se mettre à rejoindre la danse de Fro comme s'ils étaient prisonniers d'un enchantement. Un mois plus tard, après le début des événements, on compte pas moins de 400 danseurs. Le phénomène prenant de plus en plus d'ampleur, les autorités locales décident enfin d'agir. La première mesure prise consiste à cacher les danseurs au reste de la population en les parquant dans des espaces clos. Puis, voyant que la transe des danseurs ne faiblit absolument pas, décision est prise d'organiser une réunion de crise. Quand on demande son avis à l'évêque, celui-ci affirme qu'il s'agit d'une punition divine, d'un fléau envoyé par Dieu afin de punir la population strasbourgeoise. De leur côté, les médecins cherchent une cause naturelle au phénomène, rejetant toute explication surnaturelle. Selon eux, la maladie est causée par le très fort épisode de chaleur que subit alors la ville. On parle d'une poussée de fièvre très contagieuse qui se serait répandue parmi la population comme une traînée de poudre. Pour remédier au mal, une décision radicale est prise, ne rien faire. Avouez, vous ne l'avez pas vu venir celle-là, et moi non plus. Donc c'est vrai que c'est une réaction un petit peu étrange, mais figurez-vous que les autorités ont une stratégie en tête. Ils pensent qu'en laissant faire, donc en laissant les gens danser comme bon leur semble, ils vont transpirer, et cette sueur va permettre d'évacuer la fièvre que l'on présente comme la cause de cette maladie. Du coup, plutôt que d'attacher les malades à leur lit et les forcer à rester allongés, on va plutôt les encourager à danser. Pour ce faire, les autorités vont réquisitionner tous les musiciens de Strasbourg et même embaucher de faux danseurs afin qu'ils gardent un œil sur les vrais danseurs, sur les vrais malades et qu'ils s'assurent également que ceux-ci continuent à se nourrir entre deux pas de danse. Bon, comme vous vous en doutez, ce plan est un lamentable échec. Il est même carrément contre-productif puisque de plus en plus de personnes vont se joindre à la danse infernale. Inquiet, le gouvernement finit par renoncer à son projet et dès la fin du mois de juillet 1518, on renvoie les musiciens et on cesse de distribuer de la nourriture gratuite. Comme la solution des médecins n'a pas fonctionné, on se tourne vers l'évêque qui propose d'envoyer les possédés à Saverne, une commune située à peu près à 1 heure de marche de Strasbourg, afin qu'ils soient guéris par Saint Guy. Dans la croyance populaire, Saint Guy ou Saint Vite est un saint associé au chorée, la chorée étant une maladie neurobiologique qui provoque des mouvements involontaires. Or, si Saint Guy punit par la chorée, il est aussi celui qui guérit par la danse. Du coup, les autorités strasbourgeoises estiment que ça vaut le coup de tenter une expédition à Saverne, là où se trouve une chapelle dédiée aux saints. Aux frais du contribuable, on parque les danseurs dans des carrioles et on envoie tout ce beau monde à Saverne en priant pour que Saint Guy accomplisse un miracle. Visiblement, l'évêque de Strasbourg a une sacrée bonne idée puisque à peine 2 jours après les premiers pèlerinages à Saverne, la manie dansante prend enfin fin. Enfin, ça, c'est ce que nous racontent les chroniques catholiques. En vérité, l'épidémie ne prendra fin que 3 mois après avoir commencé, mais ça, on y reviendra plus tard.
Bref, maintenant que la manie dansante est terminée, il est temps de faire le bilan. Selon le récit traditionnel, le bilan humain est plutôt lourd puisque l'on parle quand même d'une trentaine de morts. Certains sont morts d'épuisement et de déshydratation, tandis que d'autres ont succombé des suites d'une crise cardiaque ou d'un AVC. Voilà pour la version officielle. Mais comme toujours en histoire, méfiance. Ce n'est pas parce que c'est cette version-ci du récit historique qui a été la plus relayée, la plus répandue, qu'elle est forcément la plus fiable. Pour s'en assurer, il va falloir la décortiquer. Histoire de débuter notre petite enquête avec un sujet brûlant, je vous propose de parler des possibles causes de l'épidémie. Autrement dit, quelles hypothèses ont été avancées depuis 1518 pour expliquer la manie dansante de Strasbourg. Bon, soyons honnêtes, la première fois qu'on entend parler de la manie dansante de 1518, notre premier instinct est de penser « ouais, difficile de croire que des centaines de personnes se soient soudain mises à danser dans les rues de Strasbourg sans pouvoir s'arrêter, visiblement en souffrance intense, au point que certains vont carrément mourir. » Être sceptique, ça fait partie du job et je ne vous cacherai pas que j'avais moi-même quelques réserves à propos de ce sujet. Du coup, je me suis renseignée et s'il existe bien quelques divergences entre les récits, il est indéniable que l'épidémie dansante de Strasbourg de 1518 a bel et bien eu lieu, aussi incroyable que cela puisse paraître. Pour ne citer qu'une source, Sébastien Brandt, alors greffier de la ville de Strasbourg, écrit dans les annales de la ville. Cette année, 1518, vers la fête de Sainte Marguerite, donc le 20 juillet, une effroyable maladie, la danse de Saint-Guy, s'est propagée si bien qu'une cinquantaine de personnes dansaient jour et nuit, ce qui faisait peine à voir. Parmi toutes les autres sources disponibles, on trouve notamment des notes de médecins, des billets émis par les autorités strasbourgeoises. Par exemple, on sait précisément quelles sommes ont été dépensées pour transporter les malades jusqu'à la chapelle de Saverne. On trouve également des sermons religieux, des chroniques locales, qu'elles soient contemporaines ou plus tardives, ainsi que des illustrations, des gravures. Ce sont d'ailleurs toutes ces traces écrites qui font vraiment la spécificité de la manie dansante de 1518. De toutes, elle est la mieux documentée. Car oui, figurez-vous que Strasbourg n'est pas la seule ville à avoir été touchée au cours de son histoire par une manie dansante. Depuis le XIe siècle, on a recensé plusieurs cas en Europe, que ce soit à Erfurt, donc en Allemagne, le 15 juin 1237, aux Pays-Bas en 1374 ou à Obernai, donc en Alsace, en 1463. Même s'il s'agit d'épisodes ponctuels répartis sur plusieurs siècles, il est intéressant de noter que la grosse majorité des épidémies dansantes ont eu lieu dans des régions proches de la vallée du Rhin. Ceci étant dit, qu'en est-il des raisons pouvant expliquer cette fameuse épidémie de 1518 ? Eh bien, accrochez-vous puisque les théories sur le sujet ne manquent pas. Pour commencer, qu'en ont pensé les médecins de l'époque, les médecins qui étaient sur place à Strasbourg ? On en a déjà un petit peu parlé, mais eux estiment que le mal est naturel et qu'il provient d'un sang trop chaud, donc d'une fièvre. Ce diagnostic est complètement cohérent avec les connaissances médicales de l'époque qui s'appuient encore largement sur la théorie des humeurs, qui est une théorie héritée du médecin grec Hippocrate. Pour résumer, cette théorie postule que le corps humain est composé de 4 composantes principales qui correspondent chacune à l'un des 4 éléments, donc l'eau, le feu, la terre, l'air. Pour qu'un corps fonctionne correctement, il faut qu'il y ait un parfait équilibre entre les 4 éléments. S'il y a déséquilibre, par exemple si une composante devient trop chaude, trop froide, trop sèche ou trop humide, il faut rétablir l'équilibre. Pour ce faire, on a recours à plusieurs pratiques, dont la saignée. Il est d'ailleurs étonnant que la saignée n'ait pas été préconisée lors de la réunion de crise de 1518, tant il s'agissait d'une pratique extrêmement courante dans les cas de sang trop chaud. En effet, comme on pensait que la fièvre correspondait à un surplus de sang dans l'organisme, on en évacuait une partie.
Bon, vu les avancées médicales ultérieures et l'abandon de la théorie des humeurs, on ne peut qu'écarter cette hypothèse. Malgré tout, il faut noter que parler de canicule et de fièvre, c'était faire preuve d'un certain bon sens. Dans un autre contexte, on aurait eu vite fait d'accuser les gens de sorcellerie et de les condamner au bûcher. Bon, clairement, c'est une hypothèse qui a dû en séduire plus d'un, mais qui n'a jamais fait l'unanimité. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne croyait pas en une possible punition divine. Encore une fois, il faut se remettre dans le contexte historique de l'époque. Après des années de famine et d'épidémies répétées, il est normal que beaucoup de personnes se soient persuadées que le ciel avait un message à leur faire passer. C'est en tout cas la théorie de plusieurs psychiatres et de l'historien de la médecine John Waller qui a sorti un ouvrage en 2008 intitulé « Les danseurs fous de Strasbourg ». Selon tous ces experts, ce qui explique la manie dansante de 1518, c'est le contexte dramatique de l'Alsace en ce début de XVIe siècle. Pour citer Waller, il est probable que ce comportement démentiel soit à mettre en relation avec la condition pitoyable de la population de Strasbourg après 3 ans de famine, des épidémies à répétition et des décennies de délaissement spirituel. Et là, vous vous dites peut-être, ok, pourquoi pas, mais en quoi est-ce que ça explique la manie dansante? Eh bien, pour les défenseurs de cette théorie, l'épidémie dansante de 1518 s'apparente à un cas d'hystérie collective en lien avec la détresse morale absolue des Strasbourgeois de l'époque. Pour la faire simple, dans un contexte de misère absolue et de croyance en un châtiment divin, les gens auraient fini par se persuader qu'ils étaient maudits et peut-être influencés par la culture populaire, notamment les fameuses danses de Saint-Guy, ils se seraient entraînés mutuellement dans une sorte de danse de l'angoisse, exprimant par leur corps toute leur détresse psychique. À cela, il faut ajouter le fait qu'à l'époque, la danse était beaucoup plus présente dans la vie quotidienne qu'aujourd'hui. Les gens dansaient beaucoup, les gens dansaient ensemble, que ce soit pour fêter les moissons, pour Carnaval et la fête des fous, après la messe religieuse, pour un mariage. Bref, les occasions ne manquaient pas et les danses collectives étaient vraiment monnaie courante, n'en déplaise à l'église chrétienne qui n'a pas toujours vu d'un très bon œil ces démonstrations collectives, ces expressions corporelles. Sinon, en plus de la fièvre et de l'hystérie collective, on a aussi proposé la théorie d'une crise d'épilepsie collective, mais devant l'absence d'écume sur les lèvres des malades, on a vite balayé cette possibilité. À la place, on a proposé un éventuel empoisonnement à l'ergot de seigle. De prime abord, l'idée est assez séduisante. En effet, dans sa forme convulsive, l'ergotisme provoque des contractions musculaires ainsi que des hallucinations. En plus, on sait qu'au XVIe siècle, l'Allemagne a été touchée par ce mal à plusieurs reprises. Mais, d'après les spécialistes, cette explication ne tient pas. Déjà parce que l'ergotisme entraîne une diminution du flux sanguin aux extrémités, ce qui est totalement incompatible avec une danse de plusieurs semaines. En gros, les malades n'auraient pas tenu le choc. En plus, et c'est totalement vrai, il y a quand même une grosse différence entre des contractions musculaires involontaires et des pas de danse, puisqu'en 1518, les gens dansaient. Ils ne faisaient pas des mouvements saccadés, vraiment, ils dansaient comme on dansait à cette époque. Enfin, le dernier argument, c'est qu'à cette époque, la ville de Strasbourg possédait un hôpital spécialisé qui aurait été totalement capable de traiter tous ces malades atteints d'ergotisme. Du coup, si on fait le bilan, parmi toutes les hypothèses évoquées, il n'y en a que 2 qui sont encore activement défendues à ce jour. D'abord, la thèse de l'hystérie collective qui aurait été provoquée par la terrible misère à la fois économique et spirituelle que connaissait le peuple alsacien en ce début de XVIe siècle. Ensuite, la thèse d'une forte fièvre, alors non pas due à un surplus de sang chaud comme le pensaient les médecins de l'époque, mais peut-être à cause de la malnutrition et ou d'une bactérie présente dans une eau infectée. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez d'autres théories sur le sujet? Ou est-ce que l'une des hypothèses évoquées vous semble plausible? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? J'attends vos réponses dans les commentaires.
Dans cette dernière partie, je vous propose de faire un petit peu d'historiographie. Autrement dit, on va se demander si les événements que je vous ai racontés dans la première partie de la vidéo se sont strictement déroulés de cette façon ou s'il s'agit d'un récit qui a été altéré par des siècles et des siècles de réécriture. Déjà, il faut savoir que la manie dansante de 1518 n'a pas été très prisée par les historiens. Alors pourquoi? Je n'en sais rien, mais on peut imaginer que certains estiment que les sources sont trop insuffisantes pour pouvoir travailler correctement et que d'autres trouvent tout simplement le sujet assez peu passionnant, bizarrement. Ce qui est sûr, c'est que l'intérêt pour le sujet a été relancé en 2018 après la publication de l'ouvrage Entrée dans la danse de Jean Telet. Dans ce roman, l'écrivain nous raconte les événements survenus à Strasbourg en juillet 1518 en commençant son récit par le geste terrible de Frau Tropfea. Bon, rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de vous spoiler tout l'ouvrage, mais en gros, la thèse de l'auteur se rapproche de celle d'une hystérie collective. Selon Jean Telet, si les gens sont entrés en transe à Strasbourg en 1518, c'est parce qu'ils ne supportaient plus les trop grandes inégalités sociales qui existaient alors entre un haut clergé baignant dans le luxe et une population précaire qui mourait littéralement de faim. En soi, la démarche de l'écrivain est tout à fait louable puisqu'il a permis de remettre au goût du jour un épisode historique quasiment tombé dans l'oubli. Par contre, ça ne veut pas dire que ce roman est un roman historique. Oui, l'histoire est basée sur des faits réels. Oui, l'auteur a lu quelques chroniques d'époque. Oui, certains noms de personnages sont inspirés de personnes ayant réellement existé, mais la comparaison avec la science historique s'arrête là. Et c'est une nuance importante qu'il faut bien avoir en tête, puisque un romancier ne va pas s'intéresser à un événement historique de la même façon qu'un historien, sa démarche va être totalement différente. Quand un écrivain s'intéresse à un événement historique, lui, il va surtout chercher des éléments qui vont pouvoir étoffer son récit, qui vont lui donner un semblant de crédibilité scientifique, et également toutes ces petites anecdotes, tous ces petits racontards, tous ces petits détails sordides que certains chroniqueurs d'époque se faisaient un malin plaisir à raconter, quitte à dire n'importe quoi. En plus, à l'inverse d'un historien, un écrivain a totalement le droit d'être subjectif. Autrement dit, s'il veut raconter des faits historiques à sa sauce, que ce soit en ajoutant des éléments de fiction, en jugeant les actions de personnages historiques ou en imprégnant son récit de convictions personnelles, il en a totalement le droit, personne ne va le lui reprocher, alors qu'un historien est censé avoir une certaine objectivité scientifique. Aucun jugement de ma part, moi-même j'aime beaucoup écrire, donc je serais très mal placée pour critiquer, mais voilà, en gros, chacun son métier. Mais si j'ai fait ce petit aparté, c'est parce que quand on étudie la manie dansante de 1518, on se rend compte que depuis 2018, c'est la version de Jean Telet, donc d'un écrivain du XXIe siècle, qui s'est imposée dans les médias et sur Internet, notamment dans des émissions de radio hyper connues, et franchement c'est hyper déroutant, c'est comme si ce roman pseudo-historique sans jugement de valeur aucun, était devenue la version officielle des événements qui se sont déroulés à Strasbourg en 1518. Du coup, forcément, ça a titillé ma curiosité, j'ai approfondi les recherches, j'ai lu des articles plus anciens que 2018, j'ai vraiment essayé de creuser le sujet parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sources disponibles à part des articles qui ne font que répéter la même chose. Et du coup, je me suis dit qu'on allait terminer cette vidéo en essayant de démêler le vrai du faux par rapport au récit que je vous ai raconté dans la première partie, qui est le plus répandu, en tout cas parmi les médias. Déjà, il faut savoir que depuis 2018, plusieurs historiens et historiennes sont montés au créneau afin de faire le point sur ce qui est avéré ou non, scientifiquement parlant, à propos des événements de 1518. C'est ainsi que plusieurs éléments qui ont été présentés par Jean Telet comme étant 100% authentiques ont été discrédités. C'est notamment le cas des scènes les plus gore de son récit, donc les scènes d'infanticide, de cannibalisme et de brûlés vifs. Une mise au point a également été faite à propos du nombre de morts
qui a été largement revu à la baisse, puisque Jean Telet, lui, évoque 2000 morts, donc 2000 personnes qui auraient succombé à la danse de 1518, tandis que les historiens nous rappellent que dans les sources les plus contemporaines des faits, donc dans les sources qui ont été écrites par des témoins visuels de la chose, eh bien on évoque 0 mort. C'est quand même un sacré écart. En fait, et c'est là que l'historiographie est super intéressante, on se rend compte que ce sont des récits plus tardifs, notamment celui du Suisse Paracelse, qui est venu à Strasbourg en 1526 et qui donc n'a pas été témoin des faits. Et lui est le premier à parler de danseurs qui auraient succombé à cette manie dansante infernale. Et par la suite, d'autres chroniqueurs, d'autres écrivains vont reprendre le récit de Paracelse, qui, je vous le rappelle, n'est pas un témoin visuel de la scène. C'est d'ailleurs aussi de Paracelse que nous vient le nom de Frau Trophéa. Vous savez, cette femme qui, la première, aurait commencé à danser comme une folle dans les rues de Strasbourg et par la suite aurait entraîné d'autres badauds dans la danse infernale au point que des dizaines d'entre eux en seraient morts. Eh bien, ce fameux patient zéro par qui tout aurait débuté est en fait une pure invention de la part de Paracelse, et ça, on peut l'affirmer notamment en analysant le nom de Frau Trophéa, puisque Frau veut en fait dire madame en allemand, et Trophéa, qui vient du grec, signifie qui tourne toupie. Donc, Frau Trophéa, ça veut dire Madame Toupie. Du coup, forcément, il faut se poser la question, pourquoi diable Paracelse a-t-il inventé ce personnage? Eh bien, on peut avancer 2 explications. D'abord, le désir de produire un récit cohérent. Pour rappel, Paracelse était à la fois médecin, philosophe et alchimiste. Il avait donc à cœur de fournir un compte-rendu le plus logique et le plus scientifique possible des événements. Du coup, en inventant un patient zéro, il pouvait établir une chronologie précise des faits et également créer une relation de cause à effet. Tout a commencé avec un patient zéro, puis petit à petit, le mal s'est répandu dans la ville par contagion. C'est clair, c'est intelligent, ça sonne bien. Ensuite, il faut savoir que Paracelse avait une idée bien établie sur les origines de l'événement et le fait que le patient zéro soit une femme l'arrangeait bien. En effet, pour Paracelse, la manie dansante de 1518 s'explique tout simplement par une sorte de révolte des femmes contre leur mari. En gros, si Frau Trophéa s'est mise à danser dans les rues de Strasbourg, c'est parce qu'elle était fâchée contre son mari et qu'elle voulait se venger de lui publiquement. Ensuite, d'autres femmes l'auraient imité dans une sorte d'hystérie collective féminine. Bon, pour ne pas s'énerver, on va dire autre temps, autre mœurs, mais précisons tout de même que Paracelse, dans son rapport, il parle du malheureux mari, mais quand il évoque Frau Trophéa, il la décrit en ces termes. C'est une femme aux pensées libres, lubriques et impertinentes, pleine de lascivité et sans crainte ni respect. Ensuite, en guise de conclusion, il préconise d'enfermer les victimes dans des lieux sombres et déplaisants ou de jeter au feu des effigies en cire des malades. Heureusement pour les malades, Paracelse n'était pas sur place à cette époque, sinon il aurait pu remarquer que dans la danse il y avait aussi des hommes et des enfants, mais bon, lui n'est venu sur place, je vous le rappelle, que 8 ans plus tard, en 1526. Or, entre-temps, il s'en est passé des choses à Strasbourg et on peut légitimement se demander si les témoignages recueillis par Paracelse n'ont pas été carrément influencés par les événements récents. Pensez-y, nous sommes en 1526. 6 ans plus tôt, les idées d'un moine totalement opposé à la corruption de l'Église catholique, un certain Luther, se sont répandues dans la région. En plus, en 1525, donc juste un an avant que Paracelse ne débarque, la ville de Strasbourg a été touchée par les révoltes paysannes, c'est-à-dire qu'il y avait des combats idéologiques et aussi réels entre des bandes de paysans et d'artisans et les autorités ecclésiastiques, princières et seigneuriales de la ville. Après tout ça, comment ne pas céder à la tentation de déformer les événements de 1518 afin de les faire correspondre à ses idéaux, notamment religieux?
Par exemple, dans un contexte de réforme religieuse, puisque je vous rappelle que Luther, c'est le début de la réforme protestante, pour la faire simple, est-ce qu'il n'est pas logique de penser que des auteurs catholiques aient absolument voulu attribuer la fin de l'épidémie à un miracle de Saint Guy, quitte à mentir un petit peu sur les dates? D'un autre côté, est-ce que les auteurs protestants n'ont pas détourné la thèse du châtiment divin à leur profit en présentant l'épidémie de 1518 comme une punition divine à l'encontre des autorités politiques et religieuses corrompues de Strasbourg à cette époque? Je dis ça, je dis rien. Bref, on pourrait épiloguer des heures sur le sujet, mais ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est que non, la manie dansante de 1518 ne s'est pas déroulée exactement comme le prétend le récit le plus populaire, en tout cas si on en croit les chroniques les plus contemporaines et les dires des historiens et des historiennes qui se sont penchés sur le sujet avec une démarche scientifique. Après, je ne dis pas qu'il faut tout jeter à la poubelle dans le récit traditionnel. Dans ses grandes lignes, ce récit dit la vérité historique, puisque oui, c'est vrai qu'en 1518, la ville de Strasbourg a été touchée par une manie dansante. Oui, c'est vrai, le contexte de l'époque a clairement contribué au déclenchement de cette épidémie. Et oui, c'est vrai, 500 ans plus tard, on se demande encore ce qui a bien pu causer cette manie dansante. Mais, et c'est un mais très important, le récit traditionnel comporte également des éléments qui ont été déformés, amplifiés, voire créés de toutes pièces, et ce, au détriment de certaines franges de la population. Dire que Fraude Trophéa est à l'origine de l'épidémie, c'est stigmatiser les femmes. Dire que les Strasbourgeois ont tué et mangé leurs enfants, c'est stigmatiser les pauvres. Dire que plus de 2000 personnes ont succombé à la manie dansante de 1518, c'est prendre les gens pour des dindons. En fait, ce qui s'est passé, et ça arrive très souvent en histoire, c'est qu'une version du récit historique a pris le pas sur les autres pour une raison ou pour une autre, et à l'heure d'Internet, c'est cette version du récit qui est la plus relayée. Attention, ça ne veut pas dire que la science historique est gravée dans le marbre. C'est justement une science, donc elle évolue. Peut-être que dans quelques années, on aura accès à de nouvelles sources. Peut-être que des historiens, des historiennes vont se repencher sur la question vraiment en profondeur. Et du coup, on va faire de nouvelles découvertes et il faudra actualiser cette vidéo. En attendant, gardez toujours l'œil critique, vérifiez toujours la date des articles que vous lisez, croisez les sources et menez vos propres enquêtes historiques. Perso, je trouve ça passionnant. Et voilà, cette nouvelle histoire de l'ombre est maintenant terminée. J'espère sincèrement du plus profond de mon petit cœur qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours très plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et de me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, le site web. Vous avez tous les liens dans la barre de description. Pour finir, j'aimerais beaucoup avoir votre opinion sur le sujet. Est-ce que vous connaissiez déjà la manie dansante de 1518? Si oui, comment l'avez-vous découverte? Est-ce que vous êtes convaincu par les hypothèses évoquées pour expliquer ce phénomène quand même assez extraordinaire? Ou est-ce que vous avez votre propre opinion sur le sujet, votre propre théorie? Je serais ravie de la découvrir. Donc bref, j'attends vos retours avec impatience et je vous remercie encore pour votre fidélité, c'est très apprécié. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur du monde. On se revoit bientôt pour une nouvelle histoire de l'ombre. Ciao!